fait le choix de ne pas nous protéger. Donc moi, je suis très en colère et je veux qu'ils nous répondent quand vont sortir ces décrets et la France va-t-elle enfin se conformer aux recommandations de l'ANSES? La ministre de l'Agriculture ce matin a déclaré qu'il faut revenir à la raison. Le sujet est identifié et traité au plus haut niveau de l'État. Ça ne vous a pas rassuré? Mais j'attends ces fameux arrêtés, on nous les promet, ils ne sont pas là. Est-ce que je lis dans la presse ou ce que j'ai entendu hier? Arrêté pour réduire le seuil autorisé, c'est ça? Oui, mais c'est un arrêté pour réduire le seuil à 40 mg, alors qu'il faudrait 20 mg et dans des délais qui sont très longs, puisque le délai de 20 mg est évoqué, mais ce sera en 2038, c'est-à-dire dans plus de 10 ans. Donc ça veut dire que nous continuons à avaler du poison, ce cadmium qui est dangereux pour notre santé. Je rappelle que non seulement il est cancérigène, mais il crée aussi de l'ostéoporose, il suscite des maladies, contribue en tout cas à développer des maladies rénales. C'est un perturbateur endocrinien qui agit sur la fertilité, donc ça fait beaucoup. Et je demande à l'État de nous protéger de cette bombe sanitaire. Et comme je ne vois pas agir, j'ai entendu la ministre Stéphanie Rist hier répondre à mon collègue Fabrice Roussel qui lui posait la question sur le cadmium déjà. Et nous n'avons pas été du tout rassurés. Donc je recommence aujourd'hui, comme je l'ai fait l'année dernière en déposant une proposition de commission d'enquête qui n'a pas été retenue par Yael Braun. L'objectif tant attendu. Une nouvelle nous arrive du Moyen-Orient. Le deuxième membre d'équipage de l'avion abattu au-dessus de l'Iran a été secouru. Une bonne nouvelle, annoncée en pleine nuit et en personne par Donald Trump sur son réseau social. Nous l'avons. Les forces américaines ont réalisé l'une des opérations de recherche et de sauvetage les plus audacieuses de l'histoire des États-Unis. Le pilote est blessé, mais tout ira bien pour lui. L'épilogue d'une course contre la montre de 36 heures pour récupérer un soldat en plein cœur d'un territoire ennemi. Vendredi, un avion de chasse américain est abattu par les Iraniens. Selon la télévision d'État, ces débris sont ceux de l'appareil, duquel se sont éjectés 2 militaires américains avant le crash. Très vite, le pilote est secouru par les forces américaines. Mais l'officier qui l'accompagnait, lui, demeure introuvable dans l'immensité de cette zone montagneuse iranienne. La discussion, le consensus. Alors d'abord, nous n'avons jamais dit que nous voulions faire des compromis avec vous, ça c'est une première chose. Deuxième chose, je suis désolée. Deuxième chose, j'aimerais... S'il vous plaît, chers collègues. Ni l'extrême gauche, ni l'extrême droite. On est d'accord. En 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes et cette résolution immonde de 37 députés NUPS qui, eux au moins, sont clairs dans leur haine des Juifs et d'Israël. Un petit mot à l'extrême gauche. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau. C'est devant les tribunaux que doivent être traduits les antisémites. S'il y en a, qu'ils le soient et nous vous serons à vos côtés. Madame Simonet, je vous parle. Je vous précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle. Monsieur le député, vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile. Je me vois contrainte de prononcer un rappel à l'ordre parce que vous avez utilisé à la tribune... C'est très grande pour les États-Unis face à ce régime. Il n'aurait pas eu toutes les cartes en main et le discours que tient aujourd'hui le président Trump. Il faut voir les mots qu'il emploie. Ouvrez... Je vais tout faire péter. Ouvrez s'il ne respecte pas l'ultimatum. Ouvrez ce putain de Détroit. Bande de bâtards, sinon vous vivrez en enfer.
C'est un langage peu habituel sur la scène internationale, et en particulier pour un chef de guerre qui engage la vie de ces hommes. Donc, la première chose qu'il faut constater, c'est que les États-Unis sont en zone de risque. Ils n'ont pas l'initiative sur ce conflit, même si le déséquilibre de la puissance est considérablement en leur faveur. La capacité de résistance des Iraniens et de ce régime, la capacité de jouer sur leur propre terrain, qui est un terrain très hostile, on l'a vu dans la zone où ce pilote est tombé, fait que aujourd'hui les Américains sont obligés, pour toute opération, de prendre en compte ce risque très grand de tomber dans les mains de l'ennemi. Ce que vous dites, c'est que Donald Trump ne contrôle pas tant que ça la situation. Lui qui dit depuis des jours, nous contrôlons l'espace aérien au-dessus de l'Iran, la réalité sur le terrain, pour vous, n'est pas exactement celle-là. Mais ils sont devant un régime qui résiste. Et devant un régime qui n'est pas sensible aux arguments employés par les Américains. En ce texte, parce que si vous voulez réellement lutter contre le terrorisme et le communautarisme, sans doute faudrait-il regarder du côté du Rassemblement national et des Républicains. Vous avez une vraie stratégie communautaire dans ces élections municipales, avec de l'entrisme des frères musulmans qui est assumé, qui est vanté. J'en veux pour preuve le cas de Mohamed Awad, dont a parlé tout à l'heure Madame Yadan. Rappel au règlement sur la base de l'article 70, article 100 et sur les articles relatifs à notre déontologie. Ce que vous venez de faire est absolument odieux. Monsieur Mohamed Awad était mon voisin d'en face de bureau, parce qu'il travaillait pour mon collègue Paul Vanier. Et monsieur Mohamed Awad que vous ciblez sans arrêt, et oui, non seulement un candidat aux élections, l'article 100, mais sur les amendements, il n'y a rien à voir. Si. Et là, c'est une réponse, c'est une prise de parole pour une réponse. Non, mais à un moment, je veux bien tout, mais c'est une prise de parole pour une réponse. Vous terminez, mais sincèrement, vous faites une minute. Vous en voulez combien, monsieur le président? Terminez votre propos, mais n'entrez pas dans un débat, c'est un rappel au règlement. Que vous asseyez sur un mauvais numéro d'article. Non, je fais sur un très bon numéro d'article. Bon, alors stop, ça va. C'est un moment... Faut arrêter de se moquer du monde quand même, là. Allez, monsieur le rapporteur. Stop aussi, là, ça va aussi. Monsieur le rapporteur général, et vous vous asseyez, monsieur Léaumont. Vous asseyez, monsieur Léaumont. De notre pays, et je trouve que ça, c'est très, très important. Et puis, quand on dit admis sans les codes, c'est peut-être le dernier point que j'avais envie de souligner au moment de lancer nos échanges, c'est cette question de pourquoi sans les codes. Et moi, c'est ce qui m'interpelle. Vous voyez, je suis par ailleurs élue à Nantes. Nantes qui est une très grande ville française, qui compte aussi des quartiers moins favorisés que d'autres. Et en tant qu'élue municipale, je me bats pour que les jeunes, les enfants de nos quartiers populaires, quartiers QPV, politiques de la ville, puissent accéder dans le périscolaire aux mêmes chances que les enfants des quartiers favorisés, des quartiers du centre-ville. Et ils ont le droit de faire du foot, mais ils ont aussi le droit, s'ils le souhaitent, de faire de l'art dramatique. Ils ont le droit de faire du djembé, mais ils peuvent aussi faire du violon. Et c'est tout ça qui leur permettra d'acquérir ces codes qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas la chance d'acquérir dès le plus jeune âge. Ariane Despierre-Ferry, on en est où exactement? En 2021, il y avait une étude qui montrait que la part d'étudiants les plus défavorisés socialement, c'est-à-dire enfants d'ouvriers ou de parents sans emploi, n'avait pas vraiment progressé dans les grandes écoles. Ça, c'était en 2021. Est-ce que c'est en train d'évoluer? Est-ce que ça a évolué depuis 2021 d'ailleurs? Les derniers chiffres qu'on a, c'est 11% d'enfants de cadres intermédiaires, dont les enseignants. Ça, c'est très important. Oui. Parce que les enfants d'enseignants font beaucoup d'études, sont diplômés d'une grande école. Quand on regarde les ouvriers ou les employés, on est à moins de 3%. Il semble, monsieur le député, que ce qui se joue ici depuis hier n'est pas franchement ni une comédie, ni une tragédie ou je ne sais quelle œuvre théâtrale. Il s'agit de donner à notre pays un budget. Je tiens à vous dire, monsieur Tanguy, que je m'exprime, comme vous le voyez, de manière systématique sur les amendements. Je réponds aux députés. Il me semble que c'est ma responsabilité de le faire avec sérieux et méthode. Ensuite, si vous considérez que c'est du temps perdu, arrêtez de faire des rappels au règlement. Il n'y a pas de plan caché, il n'y a pas de scénario. Nous ne sommes pas en train d'imaginer une série avec des épisodes. Nous avons un travail à mener et les règles sont connues. Ça s'appelle la Constitution. Et donc, notre travail est de faire les travaux qui sont les nôtres. Le gouvernement, je vous le redis,
a comme objectif de donner un budget aux Français par voie du compromis sans recours au 49.3 dans cet hémicycle avant le 31 décembre. Il n'y a pas d'autre projet. Grandissez un peu, mon cher collègue. Oui, Je conclus. il y a 35 secondes, vous auriez dû conclure, mon cher collègue. Merci beaucoup. C'est accordé avec la faiblesse. Mais mettez-vous à la place d'un de nos compatriotes qui aurait eu le courage de suivre nos débats jusqu'à cette heure tardive de la nuit et qui nous voit avoir des débats interminables. C'est insupportable qu'à chaque fois qu'on parle, il y ait un brouhaha à ce point, et notamment des claquements de pupitres comme vous le faites actuellement. Je vous prie de bien vouloir écouter vos collègues et vous allez voir, dans le calme, ça va aller encore plus vite. Eh oui, eh oui. Silence! Alors, s'il vous plaît. Si ça ne tient qu'à nous, il y aura des débats apaisés et constructifs. Silence pour la France! Ramenez le calme dans vos troupes. On se met en mode on n'écoute pas parce que c'est juste insupportable. Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec monsieur le député. Je comprends. C'est coupé, c'est coupé. On reprend la parole. Donc dans le programme de Marine Le Pen. Qui a déjà touché 900 €, 1000 €? Personne. Personne. C'est pour ça que vous rêvez. Pas moi, je vous ai pas dit par jour. Pas moi. Que proposez-vous? Dis, vous la mettez un peu en veilleuse, c'est la première fois que je cause. Monsieur le... détiennent cette puissance. Mais il y a une deuxième réalité. Et il faut le mesurer sur chacun des plateaux où la parole s'exerce chez nous, aux États-Unis et ailleurs. C'est qu'à côté de cette logique de destruction, il y a une deuxième logique qui s'est mise en place depuis déjà un certain temps. C'est la logique de déshumanisation. Le peuple iranien, il n'est pas là, on n'en parle pas. On ne parle pas de tous ceux qui perdent la vie dans cette guerre, de tous ceux qui se retrouvent dans des conditions de vie effroyables, plus d'1 million de réfugiés au Liban. Ces femmes, ces enfants ne sont rien à côté de la cible prétendument visée, un terroriste ici, un terroriste là, et au nom de ces cibles. Eh bien, cette déshumanisation de la guerre, elle est totale. Et on revient... Pardon, mais le portrait que vous dressez là, presque d'action par cruauté, de guerre, ce serait celle d'un tyran. Vous considérez qu'aujourd'hui, Donald Trump et Benjamin Netanyahou... J'en viens au troisième point. C'est destruction, déshumanisation et déséquilibre. Nous voyons bien que la guerre est aujourd'hui dans les mains de gens dont on peut s'interroger sur leur équilibre. Quand on écoute Pete Hegseth, qui fait des pompes à côté des militaires, comme si il jouait dans la même catégorie. Quand on écoute Donald Trump, j'ai cité quelques extraits, nous voyons bien que le leadership américain est aujourd'hui plus... Effectivement, il y a eu des efforts d'ouverture dans les grandes écoles depuis plusieurs années. En même temps, le discours qu'ils tiennent, je le trouve c'est un discours qu'on aurait déjà eu il y a quelques années avec des personnes qui auraient intégré ces grandes écoles en ne venant pas effectivement des milieux qui possèdent les codes, puisque c'est le titre du documentaire. Donc il y a à la fois plus de personnes dans ce cas-là, mais un discours qui, lui, me paraissait relativement stable sur la difficulté à s'intégrer, sur la difficulté à trouver les réseaux, sur le sentiment d'imposture, que personnellement je trouve parfois aussi important. C'est bien de garder des liens des deux côtés, mais c'est vrai que c'est parfois inconfortable. C'est vrai qu'il y a cette phrase, Laurence Garnier, ils ne veulent pas de nous, ça se voit qu'on les dérange. Que vous a inspiré ce film et cette grève qui prend sans prendre, on n'arrive pas bien à conclure en sortant de ce documentaire, à se demander si oui ou non ça fonctionne? Oui, c'est toute la question. D'abord, ce que montre le documentaire, c'est que c'est possible. Alors, c'est sans doute encore perfectible, mais c'est possible. Et je trouve que ces jeunes qui témoignent, avec leurs difficultés, leurs interrogations, mais qui dépassent d'ailleurs largement le seul champ des études, des jeunes qui sont en quête de sens aujourd'hui, témoignent quand même du fait que aujourd'hui, en France, même quand on vient d'un milieu social défavorisé, on peut accéder à ce qu'on appelle rapidement l'élite. Donc, c'est déjà un point qui est très positif, je trouve. Ta tête a pris. Sur la télévision d'État, Téhéran exhorte les Iraniens à le trouver et à le capturer.
Si vous capturez le ou les pilotes vivants et les remettez à la police et aux forces armées, vous recevrez une généreuse récompense. Débute alors une chasse à l'homme, celle de l'armée iranienne, mais aussi de ses civils, qui se filment armes à la main durant leurs recherches. Salut les gars, allez bon courage. Salut, allez bon courage. Vous allez le retrouver alors? On espère le retrouver, si Dieu le veut. C'est alors que rentre en jeu la CIA, l'agence d'espionnage extérieur américaine. Pour ralentir les recherches et tromper les Iraniens, elle va utiliser une technique bien connue des services de renseignement. Ils ont diffusé sur des réseaux sociaux, comme il y en a tellement, de fausses informations. En particulier, on sait qu'ils ont diffusé l'information du fait qu'il avait été déjà tué ou qu'il avait déjà été récupéré. Diffuser de fausses rumeurs, c'est pour détourner l'attention de la zone intéressante.